Bonjour, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez eu jusqu'à maintenant un bon colloquium? Oui? Non? Oh, ben, il faut se parler. Je me présente pour les gens que j'ai pas eu la chance de rencontrer. Je suis Karina Lehoux, de la région ici. Je suis, comme la plupart, sinon l'ensemble d'entre vous, une grande utilisatrice des réseaux sociaux. Et je suis aussi à mon compte comme animatrice. Donc aujourd'hui, je suis heureuse d'animer un panel qui est bien garni. Je pense qu'on a des gens qui connaissent le métier, qui connaissent les réseaux sociaux. La façon qu'on veut procéder pour le panel, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vous a lancé l'invitation de nous partager des questions que vous aviez au fil des 2 jours. Donc, on a reçu ces questions-là via Twitter avec le hashtag. On a fait avec le comité une sélection de certaines questions. On les a préparées. Tout n'est pas préparé. Les réponses ne sont pas préparées. Ils ont un aperçu, mais je pense qu'on va avoir des surprises avec eux aussi. Donc, je vais interpeller le panel pour partager leurs perspectives et répondre donc aux questions. Sur l'heure, on se dit qu'on va essayer de faire un 40 minutes avec cette partie-là, puis on va se donner une vingtaine de minutes, si on est capable, pour pouvoir répondre à des questions qui vont venir de façon plus spontanée dans la salle ensemble. Alors, sans tarder, je vais vous présenter nos panélistes et je commence à votre droite. Accueillons chaleureusement de nos applaudissements Monsieur Rémi Lachance. Rémi, président, directeur général, cofondateur de Proxima Centauri, une firme qui est spécialisée en services conseils au niveau des ressources humaines, puis chargé de cours à l'Université Laval en gestion du changement. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être sur le panel. Merci. Toujours avec des applaudissements aussi chaleureux, Monsieur Guillaume Brunet. Merci. Guillaume, aussi dans le monde des communications depuis plusieurs années, un bon passage chez Cossette et en affaires avec sa firme Substance Stratégie depuis la dernière année. C'est une firme qui est spécialisée en stratégie Internet. Il est aussi auteur d'un livre qui s'appelle « Les médias sociaux en entreprise ». Merci Guillaume d'être là. Plaisir. Je vous présente Caroline Manceau. Caroline nous apporte une expérience intéressante. Elle est historienne de formation. Ça peut être très intéressant pour les échanges. Déjà, vous nous avez éveillés sur des sujets... Oui, sur les chansons. Oui, c'est le mois des chansons d'hier. Oui. Elle est directrice générale de Darium Diffusion Média et de Quoi faire à Québec. On connaît quoifaireaquebec.com? Oui, on l'utilise? Ben oui. Voilà, merci Caroline d'être avec nous. Et également, bienvenue à Pierre Lalonde. Merci. Pierre, vous êtes directeur créativité et stratégie chez Pixel et compagnie, une agence de communication à Québec. Vous avez roulé votre bosse un peu partout au Canada dans différentes agences de publicité de Vancouver jusqu'à Québec, à ce que je comprends. Et vous êtes aussi vice-président du conseil d'administration de la SOCOM. Bienvenue, merci. D'être là. Et le dernier, non le moindre, M. Jean-François Renaud. Allô. Jean-François est associé et cofondateur d'Adviso Conseil, une agence marketing qui est dans le web depuis une bonne dizaine d'années, même un peu plus, et chargé de cours du côté de Montréal à l'université, j'ai pas noté. HEC. Au HEC Montréal. Alors, messieurs, madame, je prends place avec vous et je démarre mon chrono pour une belle heure qu'on va passer ensemble. Et je débute avec une question qui n'est peut-être pas à l'écran. C'est la question qui tue. Ah. Oui. Oui, on pense ça fort. Mais j'ai pas de petit carton. J'ai pas de petite carte à donner. Mais j'ai une question vraiment fondamentale, stratégique, et je sais que plusieurs se sont posé cette question-là dans les corridors. Quel est le ROI des chats sur Facebook? Jean-François. C'est moi. Ah. J'ai déjà répondu à ça hier. Il y a Christian Mauger, voudrais-tu répondre? Non, c'est une blague. Écoute, en B2B, c'est vraiment, vraiment très bon, les chats. Ah oui, c'est là que c'est payant. Oui, ben on donnait l'exemple de Purina B2B, qui pourrait être bon. Non, écoute, je vais dire la même chose que j'ai dit hier soir. Avec parcimonie, des fois, peut-être, pour aller chercher quelques likes d'une clientèle un peu... Mais, non, je suis tanné d'en parler des chats. C'est une bonne réponse. Les chats, c'est correct. C'était juste pour lancer et mettre un peu d'humour. Je ronronne plus, là. Alors, on y va avec une première question. Et c'est la mienne. Ben oui, on commence comme ça. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a une meilleure plage horaire dans la journée ou dans la semaine pour privilégier pour être vu par le plus grand nombre, et peu importe les médias sociaux?
Donc, qui a envie de prendre cette première question? Ben moi, je peux te répondre rapidement qu'il y a souvent des articles qui sortent sur les meilleures heures pour publier dans une semaine, dans une journée. Tu peux prendre ces articles-là et les mettre aux poubelles. Parce que c'est comme considérer que tout le monde aurait le même processus, que vous adresseriez tout le temps au même consommateur. Et probablement que si tout le monde vous dit de publier le mardi matin à 10 h, c'est sûrement gagnant de publier le mercredi à 3 h parce qu'il n'y aura personne. Donc, c'est vraiment, on est chanceux dans les médias sociaux, on peut voir à chaque mise à jour qu'on fait. Nous, on teste avec nos clients des meilleures journées, les meilleurs moments. Je donne l'exemple, on travaille avec un client qui s'adresse à des 13-17 ans, les jeunes. La personne avait du temps le matin pour faire ses mises à jour. Les jeunes sont à l'école. Fait qu'on s'est aperçu que la meilleure mise à jour, c'était à 3 h, 4 h quand les jeunes reviennent de l'école. En B2B, il y a des bonnes chances qu'on soit du lundi au vendredi dans les heures de travail. Le Zoo de Saint-Félicien, qui est notre client, mais peut-être qu'une petite mise à jour le samedi matin pour faire penser aux gens d'y aller, de voir ce qui se passe. Donc, je pense que c'est vraiment, faut tester, amusons-nous, regardons dans nos Facebook Insights les meilleurs moments. Mais si quelqu'un vous dit que publier à 10 h le samedi matin... Tu as tout à fait raison, mais je rajouterais peut-être une variante, parce que Guillaume vient de parler de LinkedIn. Il dit du lundi au vendredi, ben oui, OK, du lundi au vendredi. Souvent, on va entendre 2 jours. Mais en fait, n'importe quel moment peut être bon, parce que si tu es là de 8 h à 9 h le soir, par exemple, ben, le lendemain matin, tu seras encore présent et ceux qui rentreront au travail te verront. Si tu travailles sur cette plateforme-là le dimanche, ben, tout sera là, le contenu sera présent quand les gens arriveront le lundi. Donc, il n'y a pas nécessairement, c'est ça, de mauvais moments. Il faut le tester, il faut l'évaluer. Ça, je suis bien d'accord. Mais dans la grande généralité, quand même, là, on sait que quelque chose de fait tôt le matin, quelque chose de fait juste avant le dîner va plus marcher. Puis la pire heure, là, puis c'est à peu près pour tous nos clients, là, entre 5 h et 7 h là, le soir, là, c'est vraiment... Puis prenez votre réalité, là, vous êtes au travail, vous courez à la garderie, on fait les repas, puis vous vous reconnectez plus tard. C'est quand même une généralité, mais en général, regardez ce qui se passe avec vos utilisateurs, puis qui est votre clientèle cible, c'est quoi leur processus, puis qu'est-ce qu'ils aiment. C'est la base d'un plan de communication aussi, hein, notre clientèle cible, le contexte, les objectifs qu'on vise avec ça. D'autres éléments de réponse? Oui, bien moi je pense aussi que s'il y a une publication auquel vous tenez, puis qui a tombé un peu à plat à ce moment-là, il n'y a vraiment pas de mal de la reprendre un peu plus tard. Tout à fait. À cette fois-là, peut-être qu'elle va avoir l'audience que vous cherchez. Ah, ça c'est intéressant, j'aurais pas pensé. Je pense qu'en grande partie aussi, si on sert, une chose que le bon Dieu nous a tout donné, c'est en théorie, c'est du bon sens. Puis on devrait tous en avoir. Puis je te dis, si, comme tu viens de dire, si tu parles à un enfant de 12-13 ans, va-t'en y parler à 8 h, 9 h le matin. Là. Bon move. Ouais. C'est clair qu'il n'y a même pas un ordinateur d'allumé. C'est du gros bon sens. C'est du gros bon sens. Je veux dire, entre 5 h et 7 h, pas besoin de monter à 5000 pieds d'altitude pour se rendre compte qu'on est tous en train de faire à manger, d'être occupés à faire de quoi. On ne regarde même pas la TV quasiment, c'est un bruit dans le fond si on l'a. Alors, c'est juste d'y aller vraiment avec sa dose d'intelligence. Il y a quand même des éléments techniques à considérer, comme le fait que le EdgeRank de Facebook, qui fait que si vous avez publié et qu'il n'y a pas beaucoup d'actions, il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent, qui share, qui like, Facebook va cacher la publication. Fait que si vous faites quelque chose, mettons, le samedi, puis que finalement, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, puis que c'est une crowd plus du lundi, mettons, vous auriez dû... Peut-être que la crowd du lundi ne la verra pas à cause que vous l'avez fait le samedi. Okay. À cause de la façon que l'algorithme fonctionne. Donc, c'est quand même à considérer, là. Excellent. Merci pour les réponses. On va pour une deuxième question. Question pour le panel. Quel est votre média préféré pour mousser vos activités et vos événements? Pierre. Je répondrai pas à ça directement, dans le sens où on est ici, on parle de réseaux sociaux dans un environnement commercial avec des guillemets. Là. On est ici pour faire de la business, chacun, que ce soit pour une cause, un produit, peu importe. Il faut regarder ça à l'intérieur d'un plan de communication. J'ai un événement ou une activité quelconque, donc c'est un point de rencontre ultime où il va se passer quelque chose. Est-ce que je me sers seulement de Facebook? Est-ce qu'il va y avoir une harmonisation entre différents réseaux sociaux, différentes plateformes? Est-ce que je vais me servir d'Instagram aussi? Est-ce que le hashtag va compter, etc.? Est-ce que j'ai de la radio, de la télé? Est-ce que j'ai du journal avec ça? Il faut regarder l'ensemble des choses. Alors ça, je dis, pour moi, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a un média préféré? Ça dépend de l'événement. Si je fais un pique-nique pour je fais le tam-tam sur le Mont-Royal à Montréal, par exemple, bien, je dirais Facebook me semble plus approprié à l'aspect ludique de la chose. Si je fais un événement qui est d'inviter des gens à un congrès pour quelque chose, je vais peut-être me servir de Twitter, de LinkedIn plus que Facebook. Alors, encore là, vous savez à qui vous parlez, vous voyez à quoi ça sert. Non, je pense que beaucoup, on peut faire nous-mêmes le match jusqu'à un certain point. Là. Mais des fois, ça prend aussi une présence permanente qui vous appartient. Genre un blog post, genre une fiche sur Eventbrite. Mettons que vous faites un événement. Moi, personnellement, ce que j'aime faire, c'est mettre la fiche sur Eventbrite puis le partager un peu partout. Évidemment, si c'est un pique-nique de garderie, je n'irai pas sur LinkedIn. Mais si c'est un truc
sais, qui est, mettons, de bureau, là, un moindrement qui a rapport au marketing communication là, qui nous intéresse, on va en général le partager sur tout. Puis des fois, c'est vraiment surprenant à quel point, c'est sur LinkedIn que ça a levé celui-là. Puis si ça ramène tout au même endroit, à un moment donné, tu sais, le prix d'une mise à jour est quand même assez raisonnable. Parlant de médias, bien, probablement qu'aussi, on se concentre souvent sur nos plateformes qu'on contrôle, mais les médias mérités, acquis, donc le earned media, donc inviter des gens qui vont devenir des porte-parole, que tu sais que tu l'invites à ton événement, là, il va prendre 3 photos Instagram pour toi, il va avoir check-in sur Foursquare, il va générer un billet de blog à la suite de ça. Donc, pensez à nos relations publiques 2.0, puis aller chercher ces gens-là qui vont être des ambassadeurs. Tu l'as fait dans le cadre de votre événement. Vous allez chercher des gens qui vont devenir des relayeurs. C'est souvent beaucoup plus crédible là, que le média même de l'organisation. Excellent. D'autres éléments? Pour notre part, en fait, je pense que on le dit au travers des 2 jours, chaque média a des utilités, a des objectifs aussi qui vont être souvent différents. Personnellement, Rémi, moi, je préfère beaucoup plus la plateforme LinkedIn. Pourquoi? Bien, c'est la seule qui est professionnelle d'abord, donc qui se distingue de beaucoup d'autres. Le ROI, Réal nous l'a dit, c'est pas parce qu'il travaille pour LinkedIn. Le taux de conversion pour le B2B, c'est la plateforme qui est la plus solide, la plus forte, le taux de conversion. Donc, il y en a sûrement qui ont de l'intérêt à faire de l'argent ou de remplir leur mission si on est un OBNL. Mais si on est en mode B2B, c'est la plateforme à considérer. Puis le retour est extrêmement intéressant si on fait du marketing par contenu, si on a du contenu à amener. Écoute, c'est une plateforme riche. Jumeler un blog, LinkedIn, c'est du tonnerre. Puis des exemples, on en a de plus en plus au Québec et au Canada. Là. Moi, j'ai de la misère avec les stratégies uniplateformes. Je trouve que c'est comme se restreindre un peu à... Non, mais ils disent le média préféré. Il peut avoir un préféré, peut être sur plusieurs plateformes. Mais tu sais, mettons que tu as une bonne liste sur Facebook de c'est qui tes contacts d'affaires. Tu sais, c'est comme... Ça, tu vas les rejoindre quand même vraiment bien sur Facebook. Puis peut-être à un moment très différent de LinkedIn. En tout cas, c'est... Mais en fait, on parle de ROI souvent. Pour le ROI, Facebook, dans notre cas, chez Proxima, va être utilisé pour d'autres choses que de converser ces gens-là en dollars ou en clients. Ça va être beaucoup plus utilisé pour la marque, pour ce qui est pratique gestion interne, beaucoup plus pour en mode notoriété de l'organisation, favoriser aussi le recrutement quand on est en processus pour nous à l'interne ou le recrutement externe pour nos clients. Mais en mode business, Facebook, nous, on ne l'utilise pas de cette manière-là. Oui, il peut l'être utilisé, mais évidemment, on a une présence sur différentes plateformes. Mais personnellement, moi, évidemment, j'ai une grande préférence pour LinkedIn, que je trouve qui... Puis en plus, au niveau référencement, Facebook, on n'en parle pas. Au niveau référencement, LinkedIn... même à la limite, je trouve qu'il est beaucoup plus fort que Google+. On a beau parler de théoriquement Google+, au niveau référencement, wow, intéressant, mais techniquement, c'est intéressant. Dans les faits, c'est pas intéressant pour la majorité des gens qui sont ici. Et avec ce que Jean-François disait, avoir plusieurs médias, vous êtes tous sur Twitter pratiquement. Je pense que pour un événement, faire 15 mises à jour dans la même journée sur votre page Facebook pour parler de votre événement, je ne pense pas que ça va marcher, mais vous pouvez le faire en masse sur Twitter. Ouais. LinkedIn, la même chose. Je veux dire, ton événement, il a lieu en ce moment, tu ne feras pas tant de mises à jour que ça. Donc, Twitter, pendant l'événement, devient un outil hyper intéressant. Puis je pense qu'on a la preuve. Effectivement, oui. J'ai une sous-question. On a parlé d'Eventbrite, Jean-François. Est-ce que c'est très populaire, très utilisé au Québec actuellement? Il y en a un autre québécois dont j'oublie le nom. Mais Eventbrite commence à être pas mal utilisé. Oui, c'est pas mal le standard, honnêtement, là, pour organiser un événement, gérer les inscriptions, tout ça, ça se fait super bien. C'est une plateforme qui a plusieurs bénéfices et non juste annoncer la date et la description de l'événement, ça gère d'autres choses autour. C'est ça, oui, exactement. Connecté avec tes réseaux sociaux, tu vois quel de tes amis est déjà... Ne serait-ce qu'avant de développer ma propre plateforme, j'étais un événement, avant de développer ma propre plateforme, puis faire mon petit site e-commerce, j'irais sur Eventbrite bien avant. Là, tout a déjà été pensé là-dessus. Il y a juste l'Office québécois de la langue française qui n'aime pas ça, mais ça... Événement brillant. Ça les occupe. Ça les occupe, c'est vrai. Ça les occupe. Alors, je vous propose une autre question. Tantôt, merci à Fred Nadeau. Pardon, je n'avais pas nommé la personne qui nous l'avait donnée. Celle-ci, Leslie Dumont, je devine. Quelles compétences devrait-on développer pour devenir un acteur intéressant comme gestionnaire de communauté dans un avenir proche? Puis j'ai envie de m'adresser à Caroline pour celle-là, parce que vous êtes gestionnaire de communauté. Oui, mon téléphone est rempli de comptes Twitter que je gère. Donc, c'est drôle. Des fois, les gens me parlent de certains comptes, puis oui, c'est moi qui est en arrière de ça. Fait que, qu'est-ce qui est bon à développer? Je dirais que ça prend beaucoup de jugement en premier. Le jugement, pour moi, qui implique l'écoute, la compréhension, mais aussi le sens critique et l'esprit de synthèse.
Donc, le jugement, mais aussi beaucoup la curiosité intellectuelle pour aller se nourrir constamment, être toujours à l'affût. C'est comme être gestionnaire de communauté, c'est un peu, je pense, comme être entrepreneur, même si on n'est pas nécessairement passionné à la base par le sujet pour lequel on est gestionnaire. Parce que non, moi je ne suis pas de celles qui pensent qu'on est obligé d'être passionné. Non, il faut seulement être curieux et ça va aider. C'est sûr que si tu es déjà... La journée va être moins longue. C'est ça va déjà. Mais je pense qu'on peut faire de l'excellent travail aussi en étant seulement très curieux. Donc, jugement, curiosité, empathie aussi. Parce que toujours se rappeler qu'on est un humain qui parle à un autre humain. Savoir écrire. Guillaume? Oui. Ça prend des gens... Il y a beaucoup de fautes souvent dans les gestions de communauté. On confie des comptes à des gens qui ne sont pas nécessairement des gens de communication. De plus en plus, le bilinguisme, on en parlait hier avec le Festival d'été de Québec, commence à gérer un compte. Après ça, il y a comment on gère ces plateformes-là avec les bonnes langues, mais effectivement, on se retrouve avec beaucoup de capacité, beaucoup plus de communication. Ça prend quelqu'un qui est connecté avec l'histoire de la compagnie aussi, qui a un lien direct, qui est capable de la raconter, puis qui a la légitimité à l'interne de la raconter. Puis quand il va voir quelqu'un puis il dit « Tu peux-tu m'en dire plus là-dessus? » Bien, la personne a le goût puis l'incentive d'y répondre. Le stagiaire qui vient d'arriver, c'est probablement la pire personne pour faire ça. Elle n'a pas beaucoup d'informations pour répondre rapidement aussi, parce que c'est un élément important, j'imagine, d'être capable de réagir aussi, rapidement. Je pense. Il faut avoir des questions, des fois, qui peuvent être plus houleuses potentiellement, puis ça prend... Puis rien contre des stagiaires, au contraire. Là, on a tous commencé quelque part, mais à un moment donné, à 22 ans, tu n'as pas l'expérience que tu as. Tu n'as pas le jugement. Tu n'as pas le jugement, puis le jugement vient par de l'expérience. Mais tu n'as pas l'histoire. Tu sais pas. Mais la curiosité nous permet aussi, je pense, d'aller pallier le manque d'expérience au sein de l'entreprise. Parce que quand tu es gestionnaire de communauté, vraiment à l'externe, ceux qui font carrière comme gestionnaire de communauté, tu es engagé, tu commences à construire les communautés. Ça fait pas 3 ans là, que tu es en arrière avec le client. Mais avec la curiosité, dans le fond, tu vas vraiment lire, tu discutes beaucoup avec le client, puis là, tu t'imprègnes justement de la culture d'entreprise. Puis, moi, en tout cas, je ne vois pas de mal non plus quand il y a une réponse qu'on ne sait pas. Les gens, ils savent là, que ce n'est pas le PDG qui est en arrière là, à répondre. Donc, il n'y a pas de problème à dire je vais aller m'informer auprès de l'organisateur ou de la direction, puis je vous reviens. On parle de compétences. Curieux, compétences, je ne sais pas. Curiosité, est-ce une compétence? Ça se développe c'est plus une qualité. Ouais. Moi, quand je pense compétences, première des choses qui me vient en tête, puis malheureusement, bien qu'on a des beaux programmes sur quelques mois à Québec, là, être gestionnaire de la communauté, il faut que tu aies les compétences des plateformes que tu vas utiliser. C'est jeune comme art, c'est jeune comme profession. On ne voyait pas ça il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui débarque, puis moi, je vais te faire ça, OK, mais il connaît le nom Facebook, là, puis il sait où est-ce qu'on met du texte, là. Écoute, tu t'en vas pas nulle part avec ça en termes d'entreprise. En termes d'ROI, tu vas ramer longtemps, là. Donc, il faut que tu connaisses les plateformes. Il y en a pas mal. Ça évolue constamment. Fait qu'un gestionnaire de communauté, il y a du temps à mettre, puis les compétences techniques, il faut que ça vienne, puis malheureusement, Puis tu parles de ROI, Jean-François a parlé d'avoir l'oreille de la haute direction, etc. Bien, probablement des gens qui sont capables d'avoir aussi monté des modèles d'affaires, justifier qu'est-ce qui se passe sur nos pages, une passion des chiffres, là, des Facebook Insights. Il devrait y avoir beaucoup plus de gens qui passent du temps là-dessus. Moi, des gestionnaires de communauté qui n'ont pas accès au Google Analytics de l'organisation pour voir l'impact de leurs initiatives. Mais je pense que c'est important, là, le côté curieux, c'est intéressant, générer des discussions, mais le côté ROI, on va avoir de plus en plus de pression là-dessus. Vous êtes beaucoup de gens dans la salle. Excellent ici, point, parce que bâtir le capital social d'une entreprise, c'est super, c'est beau, puis c'est bon, puis ça peut être un des objectifs, mais il n'y a pas juste ça, parce que si tu fais juste du capital social, à un moment donné, l'entreprise... La première année, ça marche, la deuxième année, tu vas avoir des questions de chiffres. Dites-moi non, je me demande, c'est-tu mieux d'investir dans une ressource à l'interne qui va être gestionnaire de communauté, ou on serait mieux, si on n'a pas cette ressource-là à l'heure actuelle, de sous-traiter à quelqu'un qui se connaît les plateformes, puis on va le nourrir de différentes infos sur notre entreprise. Selon vous, Jean-François? Moi, je pense que c'est mieux à l'interne. Mieux à l'interne? Je vends ces services-là, puis je recommande à tous mes clients de développer une gestion de communauté à l'interne, parce que c'est eux qui ont la légitimité de répondre aux messages, c'est eux qui connaissent l'histoire, c'est eux qui ont accès aux ressources internes. Beaucoup les délais de réponse aussi. C'est la même chose, Jean-François, on fait des formations, on outille nos clients, mais idéalement, on faisait 15 heures semaine pour le client, on est rendu à 12 heures 3 mois après, parce qu'on est rendu à 3 heures
le client, il a l'enjeu de se mettre à jour, de développer des applications. Il y a des compétences qu'il n'y a pas nécessairement que nous, on peut amener en accompagnement. Mais la gestion de communauté, là, à l'externe, là, avoir accès aux clients, avoir le niveau de réponse, il y a une crise qui arrive, je veux dire, le côté interne est hyper important. Puis, au départ, c'était souvent juste des enjeux de communication, mais là, on se retrouve qu'il y a 4 départements qui veulent fournir du contenu de cette organisation-là. Les médias sociaux prennent plus d'ampleur. Ça devrait être une compétence internalisée. OK. Je suis d'accord Peut-être aussi. un mot là-dessus, Oui. Caroline? Je Oui, suis d'accord là-dessus. aussi, mais dans le concret, ça arrive. Oui, ça arrive tout souvent que, dans le fond, ils disent mais je veux pas le faire. Je veux Non, c'est pas le ça. faire. J'ai un budget, je vais le donner à quelqu'un, mais moi aussi, je pense que On c'est parle mieux plus à de l'interne. l'idéal, dans le fond. C'est ça, idéal. Je suis d'accord, mais en même temps, il y a une réalité de PME, de PPME, de Ouais. PPPME qui disent, regarde, c'est pas vrai, je peux gérer ça à l'interne. On est 6, puis on n'arrive pas à finir on fabrique des clavards, peu importe ce qu'on fait. Ouais. Oublie l'ordinateur, là. Alors, c'est certain que ces gens-là vont dire, regarde, s'il vous plaît, faites-le, gérez-le, et on va le travailler ensemble. Mais C'est un c'est choix d'affaires. souvent des gros clients, nous, qui nous confient la gestion de communauté plus que des petits clients. C'est souvent, Mais souvent c'est de des les gros clients. partir, court, moyen terme. C'est Puis ça. les gens ne savent pas. Il y a des Exactement. subventions qui existent pour ça. Tu peux engager quelqu'un au niveau du web là, qui va gérer Ah tes oui? communautés puis qui va être payé, je me rappelle pas, je pense que c'est 70 Les gens ne savent pas. Qui à main levée savait que tu peux engager un gestionnaire de communauté demain matin à 70 subventionné? Ah oui? Eh? Bon, et voilà, on vient d'apprendre quelque chose. Rémi, on veut plus d'infos, c'est intéressant. ça. Est-ce qui subventionne au niveau En du fait, c'est le gouvernement? gouvernement du Canada par le biais de ressources entreprises. On n'a pas quelqu'un de ressources entreprises ici? Non? En fait, c'était originalement, évidemment, le gouvernement du Canada, c'est un peu ressources entreprises qui est la façade de ça. Là. Mais de mémoire, 70 OK. c'est peut-être 50 mais il y a une grosse Un bon subvention. Là. pourcentage. Au moins la moitié. Bon, ben c'est un incitatif. Hey, juste ça valait la peine d'être au panel. J'en avais pour Excellent. On votre va argent. avoir des demandes demain matin. Est-ce que vous êtes à l'aise pour qu'on aille sur une autre question? Ben oui. Mais cette ressource-là, il faut la faire former par nous autres avant. Ah! Il me semblait qu'il y avait Je quelque suis content chose. que ce soit toi qui l'aies dit. Manon Rouillé nous demande, êtes-vous d'accord que le marketing payant pour le B2B n'est pas efficace? Et là, on a interprété le marketing payant étant la publicité qui est faite sur les médias sociaux. Est-ce que Mme Rouillé est là? Mais non. Je comprenais pas. Moi, j'ai décidé de prendre sa question, mais je la comprenais pas. Le marketing payant, de la façon que je le comprends, c'est le marketing payant. Est-ce que c'est dans les médias sociaux? Est-ce que c'est en général? Non, dans le fond, je la comprends pas. Peut-être qu'on peut répondre à une question plus... Oui. Ah, ok, mais c'est pas toi. Parfait, on t'écoute. Ah, OK. OK. Parce que Ben, sur tu sais- LinkedIn, tu peux faire du média payant. Il y a des belles plateformes de publicité sur LinkedIn qui performent bien. Tu sais, je veux dire, si tu mets des pubs sur LinkedIn, tu peux dire, je veux juste m'adresser à des exécutifs de compagnies minières dans telle géographie. Tu vas avoir c'est toi, juste je connais sur pas Facebook, personne. ça. Ici, c'est la planète qui permet de faire ça. Euh, mais pourquoi ils te donnent la contrainte de Facebook dans cette histoire-là? Ça n'a pas rapport. Non, mais Ouais, dans le fond, il y a un objectif, c'est rejoindre les donneurs d'ordre. Après ça, on va trouver les meilleurs Parce que c'est ça, canaux. tu dis à ton client, c'est quoi ton objectif d'affaires? Donne-moi pas la solution. Là. Tu m'engages comme expert, tu me donnes la solution pose-moi la question que tu veux faire. C'est quoi ton problème? C'est quoi l'objectif? Après ça, on va te parler de solution. C'est sûr qu'à la base, quand la question part avec une contrainte semi-pertinente, tu sais, à un moment donné, il faut... Fait que, si je veux le faire absolument sur Facebook, là, quand même un promoted tweet sur Facebook ou une Promoted pub, post, ouais. tu peux quand même, certains éléments de ciblage qui sont intéressants. Tu sais, tu peux prendre des gens qui travaillent tu peux dire comment des gens qui travaillent dans certains endroits, des gens qui likent certains types de pages, Qui habitent des gens dans qui ont une tel région. type d'éducation dans tel secteur, de tel âge à tel âge, dans telle géographie. Fait que quand même, tu peux booster ta visibilité auprès. Ben oui. Oui, c'est ça. Qui Fait que travaillent oui. chez un compétiteur, qui sont membres de l'Ordre des ingénieurs. Tu sais, on peut tout faire ça sur la publicité sur Facebook. Fait que, tu sais, avec ça, oui. Mais donc, je oui, reviens avec ce que Jean-François a dit absolument. C'est quoi l'objectif, puis qu'est-ce qu'on veut faire, puis nous, on va vous
On va trouver la meilleure plateforme. Mais il y a des plateformes payantes hyper intéressantes pour... Nous, on gère Raymond Chabot, Grant Thornton, bureau de comptable, puis on fait des campagnes de médias payants hyper intéressantes. Facebook, il faut le dire, hein, 70 à 75 des revenus approximativement, selon les enquêtes, ça varie, là, mais va venir de publicité. Fait qu'il y en a beaucoup, c'est inondé. LinkedIn, c'est à peu près 20 à 25 des revenus de la compagnie qui viennent de publicité. Fait que tu en as moins. Évidemment, c'est plus cher au clic, mais c'est plus rentable. On parle de marketing payant au B2B. Évidemment, il y a des gens qui sont venus au colloque qui ont cliqué sur des publicités de Colloquium pour l'événement. Là, on est plus mode B2C parce que vous êtes des gens, mais c'est, à la limite, chez Proxima, ce qu'on offre, nos clients, c'est des organisations. Il y en a plusieurs qui cliquent sur des... Et c'est des décideurs, ça va être des donneurs d'ordre parce que justement, on les cible par des groupes de discussion, par des secteurs, par des endroits. On clique sur des logos, puis finalement, ça peut être un poste qui est offert, on recrute, parfait, mais souvent, c'est équité salariale, rémunération. Ils ont plus d'informations, ils t'écrivent, prends contact. Ça arrive beaucoup. Nous autres, 50 de notre chiffre d'affaires, pratiquement, là, origine de cette plateforme-là. Puis revenons, là, si vous avez un objectif, pensons toujours nos plans, on les fait toujours comme ça. Il y a un bout de médias payés. Il y a un bout qu'on travaille sur nos médias qu'on détient, par exemple la page Facebook, le groupe LinkedIn. Puis comment on va faire parler de notre initiative, donc que ce soit des relations publiques, que ce soit des influenceurs qui parlent de nous, monter un super business case qui est disponible, qui est relié. Je veux dire, je pense pas qu'il y a une solution puis dire médias payants, ça marche pas. C'est ça. Faut le faire ensemble. Intéressant. Merci pour les réponses. On va aller voir Foodie in Québec City qui nous demande storytelling. Ça, c'est intéressant. N'est-ce pas du marketing émotionnel? Comment est-ce que ça pourrait être du marketing? C'est un art? Non. Puis on a entendu quand même parler de storytelling durant l'événement. Comment vous réagissez à cette question-là? Je vais commencer. Oui. Tout le marketing, au point de vue communication, que ce soit marketing plus traditionnel, par les médias traditionnels, que ce soit la télé, peu importe le média qu'on parle, ou moi je vois les réseaux sociaux, les médias sociaux comme un autre média qui permet un échange. Il n'est pas unidirectionnel. Mais au point de départ, si je n'ai pas une émotion que j'arrive à créer, je veux dire, je fais une circulaire de Bro-Martineau, excuse, je fais rien. Les campagnes à succès, on en a vu dans différentes présentations, que ce soit de Nike, que ce soit même de Kotex, etc. Il y a quelque chose où il y a un lien émotif qui se crée. Il faut que je raconte une histoire. Une histoire, c'est... Rappelez-vous qu'on avait été haut de même, notre mère nous prenait, il était une fois. Puis là, on écoutait et on dormait. Mais on n'a pas changé, là, on a juste grandi. Non, je ne parle pas de dormir. OK, fait que ça a foiré. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est on était captifs. Dès qu'on disait « il était une fois », puis c'est encore vrai aujourd'hui, on regarde les grandes campagnes promotionnelles, publicitaires, peu importe les plateformes sur lesquelles elles sont, si on s'en souvient parce qu'elles nous ont accrochés sur quelque chose. Il y a une histoire, il y a une tension, il y a un moment où, mais dans tout ça, le héros, c'est et moi, le spectateur ou la personne qui est interpellée, et la marque. C'est l'aventure de moi et de la marque qui se passe, là, puis on l'a travaillé d'une façon où le storytelling, je ne peux pas ne pas faire mon métier sans storytelling. Ben non. C'est ce que je fais tout le temps. J'écris un spot radio, je commence, l'était une fois, puis j'ai déjà ma fin. La partie entre les deux, c'est là que je vais me faire du fun avec vous autres. Puis c'est là qu'il n'y a pas une ligne droite. Mais entre le point de départ et puis le point d'arrivée, il est déterminé sur le plan marketing que j'ai eu, les objectifs d'affaires qu'il faut que je réponde, et que j'ai traduit en plan de communication. Mais le storytelling dans le milieu, c'est notre métier à nous tous ici. Absolument. C'est un mélange d'art et de marketing parce que la structure que vous y donnez, il y a une réflexion stratégique derrière ça. Oui. En même temps, il y a de l'art, c'est de la création. Vous le disiez, le chemin varie d'une conception à l'autre. Jean-François? Moi, pour être bien franc, je trouve que c'est de la masturbation intellectuelle parce que, je veux dire, du storytelling, pour moi, c'est un mot qui dit ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire c'est quoi le contenu qui gravite autour de la gogosse ou le service que tu as à vendre. Puis on prend ce contenu-là, on essaie de le briser en morceaux puis de regarder comment on pourrait maximiser, faire sortir les attributs, intéresser les gens, les inspirer, les aider à comparer, les aider à convertir. Fait qu'on appelle ça là, du storytelling. OK, c'est le fun. Rien à rajouter on aime ça. C'est très bon. Rien à ajouter? Non? Bon, mais parfait. C'était marquant. Je vais te citer un peu. J'avais promis de... C'est parce que je m'étais donné un défi de me dire le mot masturbation pendant le temps. Et c'est réussi. Oui, c'est fait.
Nancy Saint-Pierre nous demande, les médias sociaux et les organismes communautaires, est-ce que c'est la même approche qu'une entreprise? Moi, je dirais que ça dépend toujours. Faut comparer des pommes avec des pommes parce que si l'entreprise est différente et aussi si l'entreprise est plus dans une perspective B2B que B2C. Puis ça dépend aussi l'organisme communautaire. Est-ce qu'il veut aller chercher des gens de la population, la rallier à sa cause, ou est-ce qu'il veut aller chercher des donateurs? Ça aussi, ça entre en ligne de compte. Ils vont chercher, ils ont le même objectif qu'une entreprise. Là, je travaille avec les Fondations des maladies du cœur, le Frères Enfants-Famille ou peu importe. Ces organisations-là, ce qu'ils veulent, c'est accroître leur notoriété comme n'importe quelle organisation, accroître l'engagement des gens, donc aller chercher plus de bénévoles, que les gens s'impliquent dans leur cause. Puis au bout du compte, souvent, ils veulent de la donation. On va aller chercher un don quand tu parlais de conversion, puis tout ça, c'est ça. Ils espèrent rejoindre 100 000 personnes, qu'il y ait 10 000 personnes qui aient le goût de donner, puis qu'il y ait 1 000 personnes au bout du compte qui aient donné. C'est très business aussi comme réflexion. Sauf que là, tu parles justement des grandes fondations comme la Fondation de maladies du cœur, mais tu sais, si... Mais le Fort Enfants-Famille, c'est juste à côté de chez nous, sont 8, puis c'est un peu, c'est le même objectif au bout du compte. Là. Ils ont juste un moins gros budget à remplir à la fin de l'année. Non, mais ils ont une plus grande histoire à raconter. Absolument. Exactement. C'est exactement ça. Je veux dire, c'est ça qu'ils ont. C'est ça, ils en ont de la viande, eux autres. Puis ils n'ont pas des. Tu sais, je veux dire, Brouet et Martineau, on s'entend que c'est quand même pas mal moins intéressant, puis c'est pas mal plus vide. Qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Qu'est-ce que tu peux montrer que les gens que t'aident, les choses que tu fais au quotidien? Au contraire, moi, je pense qu'il faut que tu ouvres la machine au maximum. C'est souvent les plus gros. Donc, ça va être le côté humain, moi, je pense, qui va faire en sorte qu'ils vont se démarquer. Puis tu vas pouvoir chercher des ambassadeurs plus facilement encore. C'est quoi l'approche? Est-ce que c'est différent de l'entreprise privée, entreprise publique, OBNL, petite, grand? Moi, je pense que les organismes communautaires ont intérêt, justement, à adopter une approche beaucoup plus humaine et d'anecdotes et émotive qu'une entreprise, parce que une entreprise va avoir peut-être du contenu, d'autres types de contenu un peu plus, je peux pas dire oui, mais une entreprise de produits génériques ne devrait pas aller dans le human, dans l'émotion. Oui, mais je dirais que le dosage, je pense, qui est peut-être un peu plus élevé du faut juste pas que les organismes communautaires, parce qu'ils ont des histoires à compter, puis c'est touchant, oublient qu'ils ont des cibles à rejoindre, des objectifs à réaliser. C'est ça. Souvent, ça, on oublie. Ils ont un prétexte, ils ont un contenu plus large qu'ils peuvent utiliser. Fait que peut-être que pour eux, c'est encore plus intéressant dans un sens. Je dirais que c'est sans doute plus facile aussi au point de départ. Regarde, je m'excuse, voir un petit chaton abandonné, on va tous pleurer. J'en reviens au chat. Mais mais je pense qu'à la base, la réponse pour moi, c'est oui, c'est la même approche, mais encore là, regardons en fonction de qu'est-ce que j'ai à dire, puis à qui je le dis, pourquoi je le dis. C'est juste ça, là. Je ne prends pas Brouet Martineau, là. C'est peut-être un des pires annonceurs d'opinion tout à fait personnelle, là, qui n'engage pas Colloquium. Mais il y a des annonceurs qui ont réussi, je prends des Nike, etc., à nous impliquer dedans, tout comme si c'était... Rappelez-vous de la lampe d'IKEA. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Le fameux spot de la petite lampe là, Pixar là, qui était sur le bord de la rue. Je veux dire, à la fin, on avait toute la larme à l'œil, puis tu as la voix qui arrive en suédois. Stop crying, it's just a lamp. Tu sais, c'est comme. Je faisais comment on se fait avoir collé. Tu sais, il y avait un pathos dans ça, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont approché comme si c'était une cause communautaire. C'est la pauvre petite lampe qui est abandonnée. Mais ça, on a tous été élevés par Walt Disney, hein. Donc, eux autres, ils ont besoin d'inventer du contenu alors que les organismes communautaires, ils l'ont déjà, le contenu. Ouais. Il y a du contenu médias sociaux friendly par défaut. Et malheureusement, les organismes communautaires, et je ne pense pas que c'est faute de moyens, faute de créativité, d'imagination, d'inventivité, de temps. Ils font rien avec. De moyens, donc. Non, faute de moyens. Écoute, des fois, ils sont 2-3 là-dedans, là, la permanence, puis ils en ont des affaires à faire. Là. Puis qui réalisent qu'ils ont quelque chose à... Les grands cas de médias sociaux qu'on a connus au Québec, les premiers succès, c'est souvent les associations d'une marque qui ne veut pas parler rien que de son produit, puis rien que de 4,99 à quelque chose qui s'est associé à une cause comme TELUS avec la Fondation de maladie du sein, du cancer du sein, a fait un grand succès. TELUS, sur Facebook, n'aurait pas eu tant de choses à dire, puis probablement que ça ne leur intéressait pas de faire service à la clientèle à ce moment-là. Ils sont allés chercher 600 000 fans. Fondation Sainte-Justine avec Clément, les toutous, vous avez tous vu ça. Banque nationale, récemment, tu allais sur la page Facebook, tu choisis l'organisme communautaire, tu donnais $1. Donc, ces organisations-là qui n'ont pas nécessairement beaucoup de storytelling ou que c'est plus difficile, vont aller chercher les organismes communautaires, s'impliquer, etc. Donc, vont aller générer du capital de sympathie envers la marque. Mais ils n'ont pas l'actif de contenu, ils sous-traitent leur contenu. Exactement. Donc, ça prouve que les organismes communautaires, ils pourraient plus facilement, finalement, utiliser. Puis aller chercher le nombre de ressources qu'ils ont.
Excellent, merci pour les réponses. Claudine Humbert nous demande comment faire comprendre aux clients l'importance d'investir dans une bonne planification web, médias sociaux. Et là, vraiment, on est au niveau de la planification. OK, bien là, Pierre avait levé la main, mais Jean-François en deuxième. Est-ce que vous bâtiriez une maison sans plan Oh, c'est d'architecte? très bon, ça. Bâtirais-tu un pont sans avoir le plan de l'ingénieur, puis après ça, conduire dessus? C'est la même affaire. Je veux dire que vous fassiez... C'est un plan de communication qu'on parle. Le plan de communication, il fait une seule chose. Il traduit les plans marketing en objectifs de communication parce que lui, il veut vendre X millions de... peu importe c'est quoi. Et moi, c'est de trouver la façon de le dire pour que vous achetiez X millions de générer ça. C'est la même chose, les réseaux sociaux. Je pense que les clients voient les réseaux sociaux comme « Ah ouais, mais moi sur Facebook, là, c'est le fun, on aime ça, ça jase, c'est drôle, c'est fin. » Puis moi, on peut jaser pour jaser, puis c'est super. Je suis le premier, j'adore le côté divertissant de Facebook, aux grandes dames de ma blonde. Surtout pendant l'heure du souper, là. Mais Vous n'aviez pas dit que sur l'heure du souper, la cuisine, les enfants, le ménage, le lavage... Ouais, je contredis encore. Mes enfants ont 28 et 26, là, je suis correct. C'est eux qui me tweetent. Mais la base de ça, c'est de dire oui, rentrer le côté des réseaux sociaux, dans les médias sociaux, je dirais, à l'intérieur de votre plan de communication, de votre stratégie globale. C'est une composante de, c'est pas un end unto itself. Là. Donc, juste en résumé, comment faire comprendre aux clients, c'est de leur expliquer qu'on ne bâtirait pas un pont, puis on ne bâtirait pas une maison sans plan, donc on part de là. Amener des données. Je vais juste donner à Jean-François parce qu'il y avait, puis après Rémi. Dans le fond, c'est que c'est pas compliqué. Moi, je trouve que c'est le problème de gestionnaire de communauté. S'il n'est pas attaché à un plan puis à des mesures concrètes, il y a un moment donné, il y a quelqu'un de business avec un regard froid qui va dire « Écoute, là, c'est bien le fun, là, mais je te paye X milliers de dollars, moins 70 puis, je veux dire, tu sais, ce que tu fais en bout de ligne, c'est le fun, là, mais je veux dire, tu sais, j'arrive souvent dans des compagnies que ça fait comme 1 an, 2 ans, qui ont 1000 fans, puis ils parlent aux mêmes 1000 fans, puis à un moment donné, il y en a un qui dit « Écoute, là, eux autres, là, ils nous connaissent, là, je pense. Là, tu sais, c'est what's next, là? What's next? » Puis quand tu as un plan, puis des mesures, puis tu as un objectif d'affaires réel, ben, puis tu vois arriver Pinterest. OK, mettons, quelqu'un qui dit « Ah, tu devrais aller sur Pinterest. » Tu le vois pas comme ça devient une déconcentration. À un moment donné, un nouveau réseau social, tout le temps « Ah, je le prends-tu, je le prends-tu pas? » Mais quand tu as un plan clair, puis tu dis « Je m'en vais là-bas. Ça va-tu m'aider à me rendre là-bas? » Non. Parfait, bye. Tu sais, fait que c'est comme... Aider à faire les bons choix. Comme n'importe quoi en business, à un moment donné... Il faut que tu saches vers où c'est intéressant. Pourquoi tu ça le fais. Ça va être fun, les médias sociaux, il faut être capable d'être business dans l'approche nécessairement. Rémi? Ben, en fait, Claudine, si tu veux faire comprendre à ton client l'importance d'investir dans une planification web et médias sociaux, en fait, c'est de travailler ton elevator pitch. C'est de faire montrer la valeur ajoutée que ça apporte. C'est tous des bons éléments, mais c'est ça. Il y a une valeur ajoutée à ça, c'est de lui démontrer avec des données, des chiffres. C'est la même chose pour bien des gens en ressources humaines. Écoute, il y en a encore 50 de la population qui pense que ça ne sert à rien d'investir en ressources humaines. Il faut faire avancer les gens. La résistance au changement est toujours au rendez-vous. Mais on a un chargé de cours là-dedans si on a besoin d'être formé. Hein? Guillaume? Mais en fait, il y a la planification, puis il y a tout ce qui est autour de ça aussi pour avoir une bonne gouvernance de ces médias sociaux. Les exemples là, de crises qu'il y a eu, les coûts liés à une crise. Là, demander à United Airlines s'ils auraient voulu planifier leurs affaires, puis avoir une stratégie en amont. Puis là, je n'aimerais pas les cas québécois aussi, là, mais ça va éviter aussi. Il y a le retour sur l'investissement, puis il y a le retour sur éviter une crise qui pourrait émerger parce qu'on n'avait pas de ressources. Le cas du cinéma à Laval, la page se retrouve gérée par quelqu'un qui se met à insulter les clients. Tout ça, je veux dire, quand il n'y a pas de planification, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de gouvernance, on se retrouve avec ces enjeux-là. C'est ça, parce qu'il faut l'établir, la gouvernance, la politique de médias sociaux. Ça, c'est quand tu as un plan global, en général, là, tu vas avoir des projets plus tactiques. Tu sais, un calendrier de déploiement, un calendrier éditorial, une politique de médias sociaux. C'est qui a le droit de parler puis de ne pas parler? Parce qu'à un moment donné, c'est plate à dire, mais dans une crise de médias sociaux, la meilleure stratégie en général, c'est de se fermer la gueule puis d'arrêter de faire des posts. Parce qu'à chaque fois que tu fais un post, ça devient un contexte pour se faire encore ramasser. Fait que quand tu as 3, 4, 5 personnes qui ont le droit de répondre puis que c'est pas clair c'est qui, ben là, ça finit tout le temps qu'il y en a un qui il se retient, puis à un moment donné, il se lâche, il le fait. Fait que là, puis là, ça finit jamais, tu sais. Ça fait durer des crises. Fait que si c'est clairement Est-ce que le plan est nécessaire dès le départ? Là, en affaires, en entreprise, dans un organisme, on veut se lancer dans les médias sociaux, on doit-tu dès le départ se doter d'un à partir du moment plan? que tu as beaucoup d'employés dans l'entreprise qui seraient susceptibles de venir répondre pour l'entreprise avec des bonnes intentions, là, mais peut-être maladroitement, je pense que oui. OK. Moi, je dirais même au point de départ, peu importe le nombre d'employés,
oui, ben, faites-vous un plan, absolument. Je veux dire, vous ne partez pas avec un budget d'entreprise, regarde, tant que ça rentre, il y a de l'argent, puis quand il n'y en aura plus, on va arrêter. C'est la même chose pour les communications. C'est surtout les réseaux sociaux où je ne contrôle pas. Je peux établir des balises, mais à l'intérieur de ça, c'est ça qui est magique des réseaux sociaux, c'est cette espèce d'étincelle folle. On ne sait jamais d'où elle va venir. Je vous garantis, elle va venir. C'est garanti qu'elle va venir à un moment donné. Mais d'où, quand, à quelle heure et comment, on n'a aucune idée. Fait que c'est là que si on a un plan, comme tu dis, de gouvernance, d'une étiquette, etc., l'ensemble de tout ça, les balises de là on commente plus, ça va à la direction, puis tu attends 24 heures, etc. Si moi je sais ça, c'est comme, OK, je ne me pose plus de questions, puis je ne ferai pas un impair. Mais si je ne le sais pas, comme il dit, tout le monde va le faire du meilleur de sa bonne volonté, avec l'amour de l'entreprise dans le fond de leur cœur, je suis certain. C'est ça. Mais tu as 6 enfants dans une garderie tout seul, puis il n'y a pas de personne pour les garder. Je m'excuse d'interrompre. Caroline, vous aviez un point. Il nous resterait 5 minutes pour faire le tour. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cet élément-là? Oui, bien, c'est pas vraiment... C'est juste un petit ajout. De la façon qu'elle est formulée, là, je comprends que c'est... dans le fond, là, le client a déjà accepté d'avoir une présence sur le web. Moi, je pense qu'il y a une autre partie qui est comment faire comprendre aux clients l'importance d'investir dans une bonne présence web, médias sociaux. Ça, c'est déjà une autre question, dans le fond. Parce que une fois qu'on est déjà rendu à la planification, c'est qu'il a déjà accepté d'être très présent sur le web, les médias sociaux. Puis, encore beaucoup d'éducation à faire au niveau des dirigeants d'entreprise. Je ne peux pas dire d'une certaine catégorie d'âge parce qu'il y a ça va de différentes générations, mais beaucoup d'éducation parce qu'on aime ça encore entendre beaucoup la publicité à la radio, la voir dans le journal, la voir à la télévision, mais le web, ça reste encore un petit peu mystérieux. OK. Messieurs, madame, je vous propose d'y aller en rafale avec des réponses assez sprint, assez courtes. On va essayer de passer les derniers commentaires. Je pense qu'il nous reste 2 questions. Avec une question courte. En plus. Je vais l'aller rapidement. Amélie Lebel nous demande, suivez-vous les règlements de Facebook dans la mise en place d'un concours pour votre communauté? Si oui, quelles sont les stratégies que vous utilisez pour obtenir le maximum de visibilité pour un minimum de moyens? Qui veut répondre à ça? Je prendrai peut-être 2 personnes sur la réponse, si vous le voulez. Caroline. Moi, je disais oui, je les suis. Puis maintenant, j'utilise la publicité pour promouvoir, publicité Facebook pour promouvoir. Ouais. Alors, tu es en faveur. Y a-t-il quelqu'un qui ne serait pas en faveur pour d'autres raisons? Bien, en fait, amateur de Formule 1 ou peu importe, le truc pour avoir du succès, c'est d'être le plus proche possible, souvent, de ne pas respecter les règles. Je veux dire, c'est les gros succès. Burger King a fait une initiative extraordinaire il y a quelques années, puis tu retirais 10 de tes amis Facebook puis tu avais un Whopper, bien, Facebook a cancellé cette initiative-là, mais il y avait déjà 300 000 personnes qui l'ont faite. À partir du moment que ça a été cancellé, ils ont eu plein de visibilité. Souvent, en respectant les règles et en faisant comme tout le monde, ben, il y a quand même juste, la ligne est souvent fine. Facebook va t'appeler si tu n'as pas respecté. Nous, quand on a lancé la première initiative pour Air Transat, on est rendu avec une page de 150 000 personnes. On avait fait 2 applications. Une première application qui se sont dit, ben, si Facebook s'en aperçoit que c'est pas légal, on a l'autre. Fait qu'on a commencé illégal, on est allé chercher 50 000 fans, puis après ça, quand Facebook nous a appelés, ils ne fermeront pas notre page, puis les budgets publicitaires qu'on... Donc, je pense qu'il faut aussi être smart là-dedans. Quelqu'un de la capitale, un de nos clients qui nous appelle la semaine passée, dit « As-tu vu ça, Guillaume? Il y avait un tirage de 55 millions, le loto, en fin de semaine. » Puis il y a eu quelques pages Facebook de petits endroits qui ont dit « Aimez-nous, puis vous allez, on a acheté un billet à 3 $. » Puis écoute, ça leur a coûté 3 $, on allait chercher 10 000 fans, puis 5 000 fans, 10 000 fans. C'est complètement illégal la façon qu'ils l'ont fait. Parce que tu ne peux pas faire une promo. Ils ne sont pas capables de contacter physiquement ces personnes-là. Donc, ils auraient dû contacter le courriel, etc. Donc, moi, j'ai dit, premièrement, c'était illégal, mais ça leur a coûté 3 $ aller chercher 10 000 fans. La vraie question, c'est est-ce que ces fans-là qui sont venus ils vont venir acheter la pizza dans ton restaurant à Terrebonne? Je ne suis pas certain. Ça, c'est l'autre point. OK. Mais les règles, oui, mais non. Je vais juste ajouter rapidement que les règles sont très, très mal comprises par les gens. Les gens pensent qu'on n'a pas le droit de rien faire. C'est pas vrai. Lisez-les comme il faut. On a un blog post quand même assez exhaustif sur notre site. Si vous écrivez « concours, règlement Facebook », vous allez tomber dessus dans les premiers, c'est sûr. Puis vous allez voir, il y a quand même des façons là, faut pas les lire, puis il faut vraiment bien les lire, honnêtement. Je vous donne un conseil, là, lisez-les vraiment bien, puis vous allez voir que c'est pas si pire. Il y a beaucoup de flou. OK. Ouais, il y a beaucoup de flou qu'on peut se doit interpréter. d'utiliser. C'est exactement, il faut travailler sur ce flou-là. Oui, excellent. Bon Travailler sur ce flou-là? Ah ouais, sur le flou. Qui est-ce qu'on accepte
Ah oui, est-ce qu'on accepte tout le monde sur LinkedIn ou quand est-ce qu'on refuse? Non, Hey, c'est délicat, ça, on comme refuse faire un les tour de gens qui table. pourraient venir nous piquer nos employés, là, en général. C'est pas mal la règle de base. Ouais, sauf qu'il était à 10 par mois d'avoir un compte LinkedIn Je sais, pour avoir mais tout ça. Pas grand monde paye ça. Non, c'est ça. Mais, Ben, les gens de ressources humaines. un peu, ouais. Tu dois être Ça va LinkedIn pas Gold, ça va pas très bien les ventes premium LinkedIn. Là. Non. Ça va vraiment mal, en fait. Les ventes de services payants? Ouais. Ben en fait, c'est parce que avant de payer quelque chose, il faut que tu utilises ce qui est gratuit. Mais que tu l'aies optimisé, tu verras si. Mais on s'entend-tu que qui pense maîtriser cette plateforme-là ici à main levée, là? Puis retirer tout ce qu'il peut retirer avec la plateforme LinkedIn? Regarde, On n'ose pas lever la main devant toi, là. on s'ouvrira pas un compte payant, tu sais. C'est ça. Non, mais non. Mais Rémi, toi, tu réponds quoi à ça? Ben, moi, je voulais qu'on fasse un tour de table, Ah cette oui? question-là. Là. Ben, en fait, c'est une question qui est posée toujours. Et 100 des formations ou des conférences qu'on a données, 100 elle revient. Qui j'accepte? Moi, je le retourne de bord. C'est quoi tes objectifs? C'est quoi vos objectifs quand vous êtes sur cette plateforme-là? Relié à ça, après ça, tu vas peut-être orienter la réponse à cette question-là. En fait, on en voit, puis sûrement vous en avez vu. Si tu veux être le plus connu de la Terre, bon, ça peut être un objectif, ben, tu vas accepter n'importe qui, même de l'Inde, même de la Grèce, même de n'importe où. Hein? Si ta mère te dit, quand tu étais plus jeune, parle pas aux gens que tu connais pas, ben, tu vas avoir le réflexe de dire, sûr. on s'est pas rencontrés, je t'accepte pas. Tu veux qu'on se rencontre, puis on va. Donc, relié à tes objectifs, bien évidemment, si tu fais du recrutement d'ingénieurs, ben, même si l'ingénieur qui te contacte, tu le connais pas, tu vas l'accepter. Puis comme Jean-François a dit, identifier tes risques. Lui, son risque, c'est de dire, j'ai pas le goût que quelqu'un vienne me piquer mes employés, je vais garder ce côté-là. Fait qu'il y a tes objectifs, puis il y a ton risque que tu peux Mais de avoir. toute façon, pour piquer ses employés, il y a bien d'autres Moi, moyens. mais moi, que accepter juste quelqu'un celui-là. en Inde sur LinkedIn, qu'est-ce que ça m'enlève, qu'est-ce que ça me rajoute. Non, mais il ne faut pas perdre de Moi, vue je le que dis pas. tu sais, c'est un réseau que tu rassembles. Vous avez parlé de la C'est même certain. chose sur Facebook tantôt. Si tu rassembles n'importe qui, ben, ton réseau va donner n'importe quoi. La valeur ne C'est sera ça. pas la même Il non n'aura plus. pas de valeur. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ce soit relié à tes objectifs. Puis lié à ça, ben, puis de toute façon, si tu en acceptes trop de l'Inde ou de je ne sais trop où, ou de Montréal, ou peu importe, là. Ouais, Montréal. En fait, Il faut filtrer hein, quand ça vient de Je Montréal. veux, je vais retirer mon invitation LinkedIn. tu peux toujours, de toute façon, aller retirer un contact. Ben oui. Puis en fait, c'est probablement la meilleure stratégie à faire, là, subtilement. Plutôt que de ne pas savoir quoi faire puis rien faire, il va le savoir. Si vous refusez, il va le savoir. Si vous acceptez, il va le savoir aussi. Mais on Fait peut que ignorer. accepter, Quand on ignore, est-ce puis que la aller le personne ret- le sait? Si tu Oui. refusé, ignorer? Si tu acceptes, si tu ignores, si tu fais rien, la personne va le savoir facilement. En fait, elle va être notifiée. Mais si tu acceptes, après tu le retires, voilà. Ben oui. Il n'y a pas de notification qui est envoyée. Ça, si ton but, c'est de. Intéressant. Oh! Il y a plein de manières de t'accepter et de retirer. Même que. On vient d'apprendre quelque chose. Je prédis ce soir une baisse Alors, est-ce qu'on peut avoir une drastique dans les démonstration, comptes de s'il vous plaît? LinkedIn ici. Hey, on est supposé d'être allé en rafale, là. Ben, savez-vous, c'était la dernière question qu'on avait. Vous Le avez public. été excellent, mais on se tourne vers les gens dans la salle parce qu'il y a des gens. Vous êtes un très bon panel, c'est très intéressant. Alors, madame, oui, je vais y aller à main levée, allez-y. Oui. Moi, je les connais pas, premièrement. Juste pour être certaine, est-ce que tout le monde a entendu la question? Oui, ça allait en arrière? Parfait. Je bon. connais pas ces formations-là, mais je trouve ça rassurant de voir que les gens vont être formés sous ces outils-là. Il y a tellement d'erreurs qui sont faites, puis il y a tellement mais au bout du compte, c'est l'expérience. Je veux dire, en gérant plusieurs, tu finis. Donc, c'est important de s'impliquer dans son comité à l'école, dire hey, je vais gérer la page, puis apprendre, puis faire des choses. Donc, je suis pas sûr, tu sais, moi et Jean-François, on a fait une maîtrise en commerce électronique, puis il y a à peu près rien de ce qu'on a appris là qu'on fait maintenant. Puis probablement que les personnes qui apprennent en ce moment à l'école, ben 6 mois après, il y a des choses qui vont changer. Là. Donc, on revient à les compétences de base, d'avoir cette curiosité-là, de se mettre à jour. Donc, oui, l'apprendre à l'école, mais il n'y a rien comme le faire. Tu sais. Moi, je trouve ça un peu pointu quand même, un peu tactique. Je trouve pas que c'est une compétence qui est assez réutilisable, je trouve, dans le futur. Je pense que c'est mieux d'avoir même une maîtrise, mettons, en rédaction ou un bac en rédaction. Je trouve ça plus intéressant parce que des gens qui vont connaître les médias sociaux, c'est plate à dire, mais il y a la génération qui arrive, qui est déjà là. Tu sais, pour eux, faire un update sur Facebook puis gérer une page Facebook, là, c'est pas...
C'est pas de la rocket science, là. Tu sais, fait que c'est plus important et difficile à trouver quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire de réellement intéressant que de trouver quelqu'un qui connaît les rouages de ces plateformes-là. Honnêtement, les rouages de ces plateformes-là, C'est assez simple. c'est assez simple. Mais Fait moi, que, la question- moi, personnellement, je suis pas sûr. Puis je ferai attention à une chose aussi, c'est tous les collèges privés sont très bons pour voir, oh, il y a une tendance là, Exactement. il y a du cash à faire là-dedans. Ouais. On l'a vu dans le temps avec les cours de graphisme. Il y a le nombre d'institutions privées, il y a plus d'institutions privées qui donnent des cours en graphisme aujourd'hui que les cégeps et les universités, à coût de 15, 20, 30 000 $. Puis je vois ce qui sort de là, puis c'est comme, oh my God, pauvre toi, tu as payé tout ça. Des fois, tu as envie On de le nommera dire, pas de tu nom. ne dis pas, là, mais tu es recycle vers les réseaux sociaux. Mais Non, mais c'est important. C'est ce des que- gens créatifs. Ce que Jean-François disait aussi, c'est important. Est-ce que moi, j'engagerais quelqu'un qui a fait ça par rapport à quelqu'un qui a fait un bac en communication? Probablement, j'engagerais la personne qui a fait un bac en communication puis qui sait écrire, qui sait conter une histoire. Question que Jean-François puisse avoir du plaisir. C'est ça. Tu sais, regarde, c'est niaiseux, là, mais dans une entrevue pour quelqu'un de gestion de communauté, moi, je vais dire, c'est quoi ton cloud? T'as 70 de cloud? Ah, bravo, je t'engage. Ah ben moi, tu T'as fait pourrais un pas cours en m'engager. médias là. sociaux, puis t'as un cloud. T'es pas sur cloud, tu sais pas c'est quoi? Inintéressant. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Ouais. c'est ça. La question que j'aurais, moi, c'est Un qui donne cloud, ces le cloud programmes-là? score, c'est une métrique. Ben, pas Ben moi. oui. Moi, Ça- j'aurais besoin d'un stagiaire, je regarderais pas du tout le cloud. Ben, tu devrais. Parce que ça veut dire une capacité de rejoindre du monde, quand même. Tu as raison, je suis totalement d'accord. Non, je dis pas que c'est une mesure absolument essentielle. Je dis juste que quelqu'un qui a juste fait ça dans sa vie, un bac en gestion des médias sociaux ou un DEP en gestion des médias sociaux, je veux dire, je vais trouver quelqu'un drôlement plus intéressant, je sais pas moi, quelqu'un qui a un bac en anthropologie, mais qui connaît les rouages parce qu'il gère une page Facebook de quoi faire Mais à ça y Québec pour son prendrait un plaisir, cloud, mais ça puis y qu'il a prendrait un gros haut cloud, puis c'est ça. qu'il a géré des pages avec plein de monde Mais dessus. ça n'a pas rapport, le cloud, désolé. Non, moi je trouve que c'est important. Ben, quand tu reçois 50 CV dans une journée, là, le cloud, c'est important. OK, est-ce que je peux vous poser une question avant de continuer? Je suis On n'est peut-être pas assise d'accord avec sur vous, le là. cloud. Mais un cloud, c'est quoi? Juste pour qu'on soit sûr de quoi. Le Donc, cloud, ils disent toujours que si on a une question, il y en a d'autres qui l'ont le peut-être. cloud, Alors, le cloud, c'est essayons-le. une mesure très imparfaite de la capacité à influencer dans les médias sociaux. OK, puis ça se mesure avec Ça les se mesure insights dont avec vous le parlez. nombre, ça se mesure avec le nombre de plateformes sur lesquelles tu es présent, le nombre de fans sur chacune de ces plateformes. Mais surtout les la, réactions. la rétroaction des gens. le cloud est un mot. Attends une seconde. Oh, le Non, cloud. c'est non. pas juste actif. OK, est-ce que... Simplement lever la main, je veux pas... Non, Juste répondre à- Monsieur, levez-vous, s'il vous plaît. On va vous écouter. J'ai juste interrompre 2 secondes pour dire aux gens, le mot cloud est un mot anglais qui veut dire pouvoir d'influence, Ouais. pour ceux qui ne le OK. savent pas. Bon. Non, j'ai dit c'est totalement imparfait, là. Je suis totalement d'accord avec vous. Puis, là. Jean, Non, D'accord, c'est beau. Est-ce que tu crois que j'ai engagé quelqu'un, j'ai regardé son cloud puis je l'ai engagé les yeux fermés? Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que pour moi, c'était une mesure qu'à la limite, ça me démontrait quand même qu'il y avait une présence. J'avais une mesure quantifiable pour dire cette personne-là est très active dans les médias sociaux. Fait que j'ai le goût de la rencontrer versus telle autre personne qui ne sait pas c'est quoi le mot cloud, mettons. Puis OK. ton exemple, de toute façon, il est plus ou moins bon parce que cette personne-là, parmi tous les tweets qu'elle a vu passer, elle a décidé de te répondre à toi. Je suis d'accord. Donc, Puis, c'est à les- quelque part, tu as eu une influence. C'est intéressant. Ben c'est ça, mais une amitié, c'est un truc d'influence. Oui, mais Est-ce que vous permettez... Si Est-ce t'as que une vous amitié permettez... qui a 15 000 fans, Je m'excuse. c'est plus fort que c'est une amitié qui a 2 fans. Je C'est comprends clair à que dire, là, il y a mais du c'est ça. storytelling à faire avec ça, puis il y a beaucoup d'émotions. Si vous permettez, juste pour pas que le classe soit sur nos 10-15 prochaines minutes, on l'a abordé, on pourra peut-être le poursuivre. Je veux juste qu'on puisse En même temps, entendre. dans un panneau, quand ça lève de même, c'est le fun. Ah oui? Ah ouais, c'est bon. mais bref, si vous avez un bon cloud, allez voir Jean-François. Si votre cloud est moins fort, vous pouvez venir nous voir, nous. Ben, moi, ce que je dis de. C'est bien. Moi, je suis pas d'accord, mais bon, je pense que ça fait partie des éléments. Tu sais, juste le cloud, Jean-François, je pense qu'il J'ai grossit. dit ça, juste non, le c'est cloud, ça, non, non. il grossit. Bon, il début, grossit ça fait Il y a la l'affaire. beauté physique aussi. Mais
Mais que la personne ait 5000 amis sur Twitter, c'est pas plus important que, tu sais, je veux dire, nous, les tests qu'on fait, on va donner des cas pratiques, puis annonce mon décès du président de l'entreprise sur Twitter en 140 caractères, comment on annoncerait ça, des choses. On va donner des cas pratiques, on va demander de rédiger un billet de blog, puis aller au-delà de, tu sais, c'est des choses aussi qui sont aussi importantes, entre autres, que le cloud. Puis informez-vous, quand vous parlez des programmes, il y en a de plus en plus, mais informez-vous qui donne ça. Tu sais, il y en a qui ont de la crédibilité, là. Il y en a qui n'en ont pas si vous faites de la recherche. Des gourous des médias sociaux, ça court les rues quand même, on pourrait dire. Qui ont des gros clouds. Des gourous de... Oui, c'est ça. OK. Il y a une question ici. Il y a madame aussi à l'arrière. Monsieur? C'est madame. Je me permets de vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du blog? Je m'excuse. Est-ce qu'il est destiné à s'effacer face aux autres plateformes de médias sociaux d'interaction? Non. Quoi? Non. Moi, je pense qu'il va y avoir... il y a eu comme... au début, tout le monde voulait avoir un blog. À un moment donné, on s'est mis, hey, on va tout faire ça en 140 caractères. Puis on va être... Mais le blog, c'est probablement une des seules plateformes que vous contrôlez réellement. On parle de Facebook, les règles... vous avez le contrôle là-dessus. La durée d'un lien sur Facebook, sur Twitter est moins de 2 heures. Il n'y a pas de pérennité. C'est difficilement référençable. Le problème d'un blog, c'est que ça demande beaucoup plus de temps, c'est du travail, ça demande d'écrire, comme on disait tout à l'heure. Mais moi, je pense que le blog va redevenir. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont un blog, mais c'est pas un blog. Il n'y a pas d'intérêt à commenter, à partager, à échanger. Mais moi, je pense que le blog va revenir avec des relayeurs que peut être un Twitter, un Facebook, etc. Mais encore là, ça dépend des objets. En B2B, ça peut être hyper intéressant. Il y a faire un blog sur, je dis n'importe quoi, sur Gatorade, peut-être pas. Tu sais, ça dépend des sujets. D'accord. Très bien. D'autres réactions sur le thème du blog? Le blog, c'est le média propriétaire. Exact. C'est celui qui va avoir une valeur à long terme. C'est celui que les autres servent à générer du trafic dessus. Moi, je trouve que c'est super important. C'est celui sur lequel on peut intégrer du contenu riche aussi. Là. Je ne suis pas limité juste à... Ça, c'est un avantage qui est complètement unique comparé aux autres plateformes. Là. Imaginez que vous faites n'importe quoi, là, vous êtes un BMR, vous venez de faire un post sur comment installer du pavé uni en ce printemps-là. Est-ce que tu vas le dire 10 fois sur ta page Facebook ou tu as le goût que ça soit référençable, quelqu'un installation pavé uni, tombe sur votre billet de blog avec des vidéos? Il y a ce fait-là qu'à un moment donné, le contenu, il est super bon, tu as travaillé fort pour c'est plate que ça dure 2 heures puis que personne ne le retrouve après. Ça contribue à bâtir une marque aussi, une expertise autour d'une personne ou d'une entreprise. Oui, puis les signaux sociaux, les médias sociaux envoient des signaux, des shares, des likes, tous ces éléments-là quantitatifs qui composent le cloud sont des éléments qui ont un énorme impact sur le SEO, sur le référencement, qui est encore aujourd'hui la façon numéro 1 de générer de la business puis du trafic. C'est 50% minimum sur un site moindrement bien fait, c'est 50% de son trafic. Des fois, c'est 75%. Fait que si vous écrivez quelque chose puis que la finalité est sur Facebook, vous aidez le SEO de rien. Quand chaque fois que vous sharez, vous faites un lien vers une propriété qui vous appartient, vous augmentez la valeur de cette propriété-là. De réel. Là. Donc, c'est la raison numéro 1. C'est un blog, c'est votre site web, tout simplement. Mais en tout cas, vous envoyez de la valeur, clairement. Puis diversifier le contenu de son blog, là, on le voit de plus en plus par des infographies, par exemple. Oui, le texte, mais oui, faire une image que les gens vont avoir le goût de partager sur Pinterest ou autre. La vidéo qu'on intègre sur le blog, mais à un moment donné, ça te prend un concentrateur, ça te prend un hub un peu, là, où que tout ce que tu fais, je m'y retrouve là-dessus. Puis je pense qu'effectivement, le blog devient un outil hyper intéressant. OK. Simplement pour vous dire, on a un peu dépassé 16 heures, mais on a toujours une question ici. Si vous êtes à l'aise, on peut continuer encore quelques minutes. Non. OK, monsieur, s'il vous plaît, juste vous assurer de poser la question assez fort pour que les gens vous entendent bien. Comment le travailleur autonome va survivre à la compréhension des réseaux sociaux comme mon hashtag était spaghetti? J'aurais dû mettre astronomie parce que, tu sais, tant qu'à parler de cloud, puis astronomie, c'est les réseaux sociaux, c'est comme une affaire. Tu sais, les gens viennent de découvrir Twitter là, avec la voix, ça vient d'arriver au monde. Moi, j'ai manqué le début de la question. Ouais, moi aussi, j'ai pas compris. Comment que le travailleur autonome va faire à réussir à faire ça? Puis en plus, tant qu'à rajouter un élément qui, je pense qu'on va avoir de la récession, on va dans un ralentissement économique, il y a des gens qui peuvent leur travail. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Là, quand on parle de réseaux sociaux, ça, puis spaghetti, c'est pareil, là, tu sais, regarde ça. Ben, en fait, le travailleur autonome, peut-être que ça soit par un cours, n'importe quoi, mais c'est probablement les premières personnes qui peuvent bénéficier des médias sociaux. Ils maîtrisent leur contenu. Ils savent de quoi ils parlent, puis ils n'ont pas besoin de parler à 10 niveaux d'approbation pour mettre quelque chose en ligne. Les médias sociaux, ça devient un média, entre guillemets, gratuit, mis à part leur temps, là.
Mais si tu n'as pas le budget de faire de la publicité, tu es un rédacteur web, puis tu n'as pas de budget pour te faire connaître, mais probablement que tu mettes à faire un blog sur tes passions, puis de montrer comment tu écris bien, tout ça. Je veux dire, ton LinkedIn va être là. Je pense que c'est bien difficile à dire qu'un travailleur autonome. D'un travailleur autonome, c'est la meilleure chose qu'il peut faire. Il existe 316 L'exemple, tous les plateformes. consultants en médias sociaux qui se font connaître, ils sont à leur compte, puis ils gèrent leur business, ils sont rendus qu'ils engagent 3-4 personnes, puis je veux dire, ça devient leur plateforme. Un savant, un jour, a dit « Un éléphant se mange une bouchée à la fois. » Mais tu sais, il existe 316 plateformes. La raison principale. C'est le bout philosophique, la journée. Il existe 316 plateformes, Stéphane. Le but, c'est pas de les utiliser 316. Tu commences avec une qui semble la meilleure pour toi. Tu en embarques une deuxième. Tu n'es pas obligé de te rendre à 10. Si à une, c'est parfait, c'est performant, tu restes là. Mais il y a du retour à aller chercher là pour tout le monde, peu importe le secteur. Il y a tellement de trucs, c'est rendu tellement facile. Là, je veux dire, moi, j'ai réussi à avoir un bon clout en faisant une demi-heure par jour de médias sociaux. Là, je ne prends pas 8 heures là-dessus. Là. Puis, tu n'as pas besoin de maîtriser tout. Justement, il y a des personnes qui vont aller spécialiser plus sur LinkedIn. Il y en a d'autres qui ne jouent que par Facebook. Puis, je pense que c'est très bien aussi d'avoir sa spécialité. Je suis d'accord que, à titre de travailleur autonome, vous avez un avantage dans le sens où votre conseil d'administration il est assis à la même chaise que vous êtes. Là. Fait que les consultations sont faciles. Comme dit, c'est une agilité. Il y a une agilité, puis tourner, même pas sur un dizaine, sur plein, vous êtes tourné, c'est vite. Et je suis d'accord avec Guillaume, si vous dites, moi je maîtrise bien, mettons c'est Facebook, j'ai mon petit compte d'entreprise, travailleur autonome incorporé, peu importe, allez-y là-dessus, c'est là que ça vous convient, vous arrivez à faire ce que vous avez besoin. Si vous êtes sur LinkedIn, c'est LinkedIn, ou si vous êtes les deux, c'est les deux. Moi, je vous dirais, ne vous éparpillez pas sur 15 affaires. C'est facile de le faire. Puis je veux dire, on a vu une slide aujourd'hui, puis on voyait juste le tiers des réseaux sociaux sur la diapo. Là. Il y a des logos, il y en a, puis il y en a qui disparaissent, il y en a qui naissent. Puis le risque du travailleur autonome, c'est de perdre son focus. Au bout du compte, je ne sais pas dans quel domaine tu évolues, tout ça, mais c'est faire cette business-là. Les médias sociaux sont un outil pour te faire connaître là-dedans. Puis revenir aux questions que je disais pour que ce soit un communautaire, travailleur autonome, pourquoi je suis là-dessus, à qui je m'adresse, puis comment je vais calculer que ça a été payant de le faire. Puis qu'est-ce que tu sois travailleur autonome, exactement. que tu sois cascade, que tu sois... on parle de ça. La raison principale pour que les gens y vont pas souvent, là, puis qu'ils trouvent que c'est un spaghetti, c'est parce qu'ils sont jamais allés puis ils ont peur. Mais quand tu rentres là-dedans, je veux dire, c'est plate à dire, mais ouvrir une page Facebook, c'est comme un 4 étapes vraiment simple. Tu sais, à un moment donné, c'est comme... LinkedIn, ils te suivent en... Faut juste y aller, là. Tu sais, c'est plate à dire, mais aller à 12 conférences sur les médias sociaux, c'est pas mal plus long et time-consuming que aller dans les médias sociaux, passer du temps puis le découvrir. Regardez ce que d'autres font aussi. Tu sais, il y a comme un côté plongé, là, puis vous allez comme finir par nager avec les autres, puis vous allez trouver ça bien correct. Il dit ça, il me fait penser, il y a 2 ans, quand j'ai mis mon... Je dit, il faut que j'aille sur Twitter, maintenant c'est fini, il faut que j'y aille. J'étais dessus, puis j'ai ouvert mon petit compte, c'était ouvert, Pierre_ Lalonde, c'était là, puis après ça, je fais comme, OK. Fait que là, j'ai 140 caractères. Bon, je vais commencer par « Bonjour Twitter ». Puis là, j'ai regardé mon écran, est-ce que quelqu'un va me répondre? Là, ça n'a pas marché, fait que j'ai retweeté « Good morning Twitter ». Puis, je veux dire, il ne s'est rien passé de toute évidence, mais ça a été un apprentissage où je suis tombé, je me suis enfargé 8000 fois avant de commencer à comprendre que, OK, c'est à ça que ça sert. Moi, j'étais là, c'est comme je dis bonjour, tout le monde va dire « Hey, salut, comment t'as... » Tu sais, c'est comme si tu rentres dans une pièce, bonjour. Mais là, personne ne te regarde, là, c'est comme... On a l'idée que, parce que c'est médias sociaux, que c'est facile, mais c'est pas instantané, là, c'est pas de la poudre magique. C'est un apprentissage, c'est un apprivoisement à faire jouer avec. Mais le but de mon commentaire, c'est... N'ayez pas peur. La pire chose à arriver, vous allez rire de vous autres, de vous-même. Ah oui. Personne d'autre va le savoir. Ils n'auront pas rien vu de votre poste. Je veux dire, test. On apprend, on teste, on apprend. C'est bon pour l'humilité. C'est très bon pour l'humilité. Et les réseaux sociaux, honnêtement, je trouve que c'est la meilleure chose pour l'humilité. Des fois, je reçois des choses sur autant que sur les comptes de Pixel et compagnie. Puis en même temps, je dirais même les miens. Puis je fais attention à ce que je mets sur mon personnel parce que je veux pas, ma marque est collée à moi, là, c'est à moi la compagnie. Là. Alors, c'est sûr que je n'irais pas dire j'ai des gaz prout-prout, là, c'est sûr que ça n'a pas rapport. Mais ce que je vais mettre sur mes choses personnelles, c'est personnel, mais ça va être relié à dire OK, c'est le genre de personne que c'est qui travaille là, donc il peut peut-être m'intéresser. Donc, il y a tout ce dosage-là, surtout travailleur autonome. Votre entreprise est avec vous 24/7. Ça, c'est clair. Le soir de Noël aussi, là, elle est avec vous autres. Fait quoi que vous dites, c'est sûr que ça reflète là-dessus. L'anonymat, moi, je ne l'ai pas, vous non plus, dans ce sens-là. Mais pas oublier CRUD non plus, parce que Cloud, c'est bien, mais CRUD, c'est mieux. Ça va. Moi, ça va me prendre un crash course. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires à ce point-ci, madame?
premièrement, quand vous postez dans les médias sociaux, vous incluez un lien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous assurez que vos pages sont publiques. Donc, une page Facebook publique, ça amène des social signals qu'on appelle publics. Ça compose actuellement presque 15% de l'algorithme de Google, les signaux sociaux. Les signaux sociaux de Google+ sont beaucoup plus forts que ceux des autres. Donc, même s'il n'y a personne qui lit sur Google+, vous avez intérêt à ajouter du monde dans vos circles, avoir beaucoup de monde dans vos circles aussi. Aussi, c'est que quand vous avez un blog, c'est ça, le blog. Ouais. Une des choses les plus importantes actuellement pour sortir d'un moteur de recherche, c'est que c'est le authorship qu'on appelle. Ça veut dire que vous avez, donc au lieu de juste essayer de sortir premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est d'essayer de sortir, de prendre plus de place dans la page. On parle plus de prendre la place. Donc, vous pouvez être troisième, mais il y a la photo du blogueur qui va sortir. Puis il va avoir un review, par exemple. Si c'est une fiche produit, vous allez pouvoir avoir un review. Si vous êtes un restaurant, vous allez pouvoir avoir le 24/30 de Zagat, mettons. Plus la carte à droite. C'est ça. En faisant ces choses-là, vous prenez plus de place. Et beaucoup de ces choses-là sont déclenchées par les médias sociaux. Aussi, une des autres choses que vous pouvez faire, c'est tout travailler ce qui est partagé. Non, ça n'a pas rapport avec le... Ben oui, ça peut avoir rapport. Oui. Ce qui est partagé, en fait, c'est que si vous ne prenez pas le temps de remplir, il y a une balise qui s'appelle la balise Open Graph que vous pouvez ajouter dans vos pages, un peu comme quand vous faites du référencement. Et vous pouvez dire, quand je vais partager dans les médias sociaux, la photo qui va accompagner mon post, ça va être celle-là, versus... Parce que sinon, par défaut, Facebook va prendre votre logo dans le coin, mettons. Fait qu'au lieu d'avoir toujours des posts avec votre logo, vous allez avoir la vraie photo que vous avez pris le temps d'ajouter dans votre blog, etc. Puis des fois, ces éléments-là vont commencer à sortir aussi dans les pages, dans le référencement, surtout sur Bing avec Facebook. Si vous êtes aux États-Unis, Bing, vous n'avez pas le choix d'en faire, c'est 30% du marché. Donc, tu sais, il y a des manières c'est très lié, les médias sociaux et le référencement. Puis en lien à la réponse très complète de Jean-François, pas oublier quand je parle de relations publiques 2.0, mais inviter des blogueurs qui vont venir parler de vous, qui vont faire des liens, donc des liens entrants que vous allez aller chercher de gens crédibles. Ça peut être hyper payant. Puis ça, c'est des médias sociaux qu'on oublie souvent. On se concentre sur nos médias sociaux, nos plateformes, mais avoir notre média qu'on détient avec un blog, puis s'assurer qu'il y ait du monde qui vienne nous donner encore des signaux sociaux, qui vont faire des liens entrants, qui vont être payants, puis qui vont rester sur le long terme. Ça peut être hyper intéressant aussi. Excellent. Je me risque toujours. On a un peu dépassé notre temps, mais c'est intéressant. D'autres réactions? À bientôt. Ils vont s'en aller, de toute façon, quand ils sont tannés. Ben moi, je vais y aller. Les autres sont tannés. Eux sont tannés. Y a-t-il une dernière question? Vous pensez quoi des différents outils qui permettent d'intervenir tous ces réseaux sociaux-là et on publie sur un réseau et finalement ça s'annonce? Moi, j'aime vraiment pas ça. Moi non plus. C'est vraiment... le langage, pour avoir du succès sur une plateforme, c'est rare que tu vas écrire la même chose sur chacune. Donc, au bout du compte, tu as le même objectif. Là, ton dernier billet de blog, si tu écris la même chose sur Twitter et Facebook pour amener du monde dessus, c'est sûr que ça ne marchera pas. Tu mets un hashtag, là, Facebook, ça en vient avec des hashtags, mais tu mets un hashtag sur Twitter. Tu n'en mets pas sur Twitter, il y a des chances que tu passes un peu plus dans le beurre. Si tu en mets sur Facebook, ta mère va se demander pourquoi tu mets le dièse là-dessus. Je pense il y a écrit pour les plateformes... le nombre d'erreurs que j'ai vu de clients qui en utilisant ces outils-là, tu vois la mise à jour sur Facebook, puis elle n'a pas été optimisée sur Facebook. Il y a des options, tu effaces le lien que tu viens de mettre, comme ça il est plus beau esthétiquement, la photo, tu vas la choisir. Ça devient, c'est un peu comparé dans le fond, la manufacture avec l'artisan. Dans les médias sociaux, là, je pense que t'en es une, là, mais tu sais, c'est ce côté-là artisan, d'avoir le goût de le faire puis de le faire bien. Ça ne te prend pas plus de temps puis tu vas beaucoup plus de retombées. C'est pas le même. Ça prend plus de temps, mais tu ne parles pas aux mêmes personnes de toute façon. Tu n'écris pas de la même façon, donc c'est pas adapté d'envoyer un seul message partout. La différence entre recevoir quelque chose à la maison, c'est marqué « cher occupant ». C'est ça. Et dire « cher Jean-François », peu importe votre nom, là, c'est comme « OK, c'est à moi qu'on parle intimement ». Là. Puis, donc, si je suis sur Facebook, parle-moi dans le langage Facebook. Sur LinkedIn, parle-moi en LinkedIn. Sur Twitter, parle-moi dans le langage que je parle là. C'est bien rare. Là, mais parlez pas de l'espéranto, ça n'a jamais marché. Mais en tant que capitaliste, ce que je peux vous dire, c'est que oui, c'est vraiment mieux. Puis ils ont toutes raison ce qu'ils ont dit. Je suis totalement d'accord. Mais dans les faits, c'est vrai que ça peut être utile. C'est ça. Mettons, des fois, il y en a qui vont dire, moi, ma plateforme de choix, c'est Facebook. Mettons, Facebook, c'est là que je fais ma mise à jour, je prends le plus de temps, puis je fais le plus attention. Puis là, je me fais un automated sur d'autres plateformes. Ça va donner ce que ça va donner aussi. C'est ça, ça va donner ce que ça va donner, mais peut-être qu'à un moment donné... Comment? C'était peut-être mieux de ne pas être puis de gérer des attentes. Là, tu vas te retrouver avec des gens qui vont te poser des questions puis tu n'as même pas le temps d'y répondre parce que tu copies les mêmes affaires. Non, c'est pas, moi, je suis pas nécessairement d'accord parce que, mettons que tu fais ça. Là.
Facebook, c'est ton principal, t'envoies une fois de temps en temps sur Twitter. Ben, à un moment donné, tu vas voir ton audience Twitter monter, puis il commence à avoir plus de commentaires. Puis là, ça va être le temps de dire, justement, je vais le désautomatiser, là, je vais m'y attarder comme il faut. Mais tu sais, à un moment donné, moi, je pense que tu peux. Puis tu peux aussi très bien, tu sais, ça peut très bien se faire. Tu dis, dans ton compte Twitter, tu dis, ce compte Twitter est essentiellement un relais de ce qu'on fait sur Facebook. Tu sais, c'est comme. Fait que tout simplement, tu sais, puis les gens, ils sont capables de. Il y en a qui aiment mieux se connecter sur Twitter parce qu'il y a mieux ce format-là. Puis, tu sais, fait que. De toute façon, en le faisant, il y a sûrement rien que 40 personnes sur Twitter. Non, mais ça peut être une façon. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on a 24 heures dans une journée, puis ça prend du temps à faire ce qu'il disait tantôt. Ça, je n'étais pas d'accord que ça prend pas de temps, ça prend plus de temps. Qui a dit que ça prenait pas de temps? Toi, tu as dit que ça prenait pas plus de temps. C'est la différence entre une manufacture et un artisan, ça prend du temps. J'ai dit que ça prenait ça. En tout cas, non, mais c'est pas grave. Non, mais pas juste écouter Jean-François. Le point de Jean-François est très bon. Ça revient à un mot qui est très important dans les réseaux sociaux, c'est la notion de transparence. Comme tu dis, si tu vas sur ton Twitter, tu te dis, regarde, ceci est un reflet de ce que je mets sur Facebook, excusez-moi si j'insulte du monde. Ça va passer comme dans du beurre, c'est comme, OK, c'est correct, il l'a dit. Je ne peux pas l'accuser de mal faire ça. Il a dit que je vais mal le faire. Bon, ben, qu'est-ce que je te dis? C'est ça, c'est comme quand on dit, mettons, ce site est traduit par Google Translate. Tu sais, moi, non, mais c'est niaiseux, mais moi, personnellement, des fois, j'arrive sur un site scandinave puis qui ont des beaux meubles que j'ai le goût de regarder, ben je m'en fous qu'ils soient pas super bien traduits. Et si c'est clair, c'est une traduction automatique. Regarde, il va y avoir des niaiseries, là, puis c'est ça, tu sais, je veux dire. Mais au moins, ça te permet à quelqu'un de l'externe de comprendre un minimum qu'est-ce qui se passe. Transparence, pertinence, puis honnêteté. Je dis, regarde, avec ça, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Là. Intelligence, un peu, bon sens. Ça fait pratiquement un beau mot de la fin, ça. Hein? C'est bon, c'est bon sens. Jean-François Renaud. Jean-François Renaud, Pierre Lalonde, Caroline Manceau, Guillaume Brunet, Rémi Lachance, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir pris le temps de répondre aux questions de tout le monde. Si je peux me permettre, merci à Karina qui a fait ça pour plusieurs conférences, etc. Merci beaucoup. C'est